Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 9h à Ouaga, même heure à Bamako, une heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, il sera question de chiffres. D'abord, 56 milliards de francs CFA. 56 milliards, c'est le montant de la subvention que Catholique Relief et le Fonds mondial accordent au ministère de la Santé et du Développement social. Avec cet appui, le programme national de lutte contre le paludisme veut réduire le fardeau du paludisme et accélérer les progrès vers son élimination d'ici à 2030. Nous parlerons également de 900 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation des nouveaux services d'accueil des urgences. Il sera érigé dans l'enceinte du centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. La pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire a eu lieu vendredi dernier. Dans l'actualité AES, nous parlerons de la fin de la rencontre entre le gouvernement burkinabé et les syndicats. Et au Niger, le gouverneur de la région de Difa a visité vendredi le site de Kakaria, l'un des 8 nouveaux sites prévus pour la mise en œuvre du programme de la grande irrigation. Dans Focus Santé, nous parlerons aujourd'hui de la césarienne. Cette opération pour faire sortir le bébé peut être programmée comme elle peut se faire dans l'urgence. La maternité de Sogoninko, par exemple, enregistre plus de 250 césariennes par mois. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. Vous aurez également le résumé de toute l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes. Avec Famourou Djourté, il sera question d'escrime de basketball avec la fin hier de la deuxième journée du championnat national de première division. Nous parlerons également de la 12e journée de la Ligue 1 de football professionnel qui s'achève cet après-midi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. 56 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de subvention qui vient d'être signé entre Catholique Relief, le Fonds mondial et le ministère de la Santé et du Développement social. Ce fonds, dénommé GC7, est réparti sur 3 ans. L'enveloppe couvre 3 maladies également, notamment la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Avec cet appui, le programme national de lutte contre le paludisme veut réduire le fardeau du paludisme et accélérer les progrès vers son élimination d'ici à 2030. Le reportage de Inaba. Au Mali, le paludisme constitue l'une des priorités de la politique nationale de santé. Il reste également la première cause de morbidité 37% et de mortalité 25% selon les données du système national d'information sanitaire. C'est pourquoi le département de la santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et Catholique Relief Service, unissent leurs efforts pour améliorer la qualité des soins et renforcer les services de lutte contre le paludisme au Mali. Awa Diara, présidente du CCM. Malgré les progrès réalisés au fil des années, le combat est loin d'être terminé. Cette nouvelle subvention vient renforcer nos efforts en matière de la prise en charge gratuite des cas de paludisme, le renforcement de surveillance et de riposte, ainsi que l'amélioration de la communication et de la sensibilisation communautaire. La signature officielle de la nouvelle subvention du Fonds mondial CG7 Paludisme couvre la période 2025-2027 pour un montant de 56 milliards de francs CFA. Grâce à cet appui de Catholique Relief Service, la mise en œuvre des interventions prioritaires a été définie. La distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention saisonnière chez les enfants de 3 à 59 mois, entre autres. Jennifer Overton, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de Catholique Relief Service. CRS est très fier de la confiance renouvelée des instances gouvernementales et du bailleur en ses capacités à accompagner efficacement les structures concernées dans la mise en œuvre de cette importante subvention. Maria Kirova, directrice du département d'Afrique à haut impact 1 du Fonds mondial. Chaque année, entre 2,6 et 3,5 millions de cas de personnes touchées par le paludisme sont confirmés et traités avec un taux de prise en charge atteignant près de 99%.
Cette nouvelle subvention concerne en plus du paludisme le VIH-Sida et la tuberculose. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Face aux défis, j'invite tous les acteurs de mise en œuvre à travailler main dans la main afin de parvenir aux résultats escomptés pour le bien-être de nos concitoyens dans une dynamique d'élimination du paludisme dans notre pays. Ce projet CG7 sera un tremplin pour atteindre les objectifs, à savoir 0 cas de paludisme d'ici à 2030. Je le disais dans le titre, bonne nouvelle pour les habitants de la rive droite. Un service d'accueil des urgences sera érigé dans 6 mois dans l'enceinte du centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. La pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire a eu lieu vendredi dernier. Un joyau architectural financé par la fondation Orange à hauteur de 900 millions de francs CFA. Ce service va renforcer les capacités de prise en charge rapide des cas d'urgence. Le point avec Boukari Koulibaly. Il est imposant et répond aux standards internationaux. C'est le futur service d'accueil des urgences du CCRF de la commune 5 de Bamako. L'infrastructure a été financée à hauteur de 900 millions de francs CFA par la fondation Orange Mali. Doté d'équipements de pointe, le CCRF de la commune 5, une fois mis en service, sera l'un des plus modernes de la capitale. Aboubakar Sadik Diop, directeur général de Orange Mali. Sur une superficie bâtie de 550 mètres carrés, le nouveau service d'urgence en R+1 aura une capacité de 23 lits extensible à 30. Ce bâtiment sera constitué d'un hall d'accueil pour les ambulances et d'un espace d'accueil en cloisonnement vitré, d'une grande salle de triage et une salle de contamination, d'une pharmacie d'urgence, de salles de consultation et de déchocage, de 4 boxes d'hospitalisation équipées, de 2 grandes salles d'unités de soins intensifs, ainsi que d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance centrale et d'une salle de plâtre, de plusieurs bureaux et commodités pour le personnel médical. Cette infrastructure générationnelle permettra, selon le ministre de tutelle, de désengorger les hôpitaux de la rive gauche, offrant ainsi un service de qualité aux patients. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. La réalisation de ce projet de construction et d'équipement permettra de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de prise en charge des cas d'urgence de la rive droite du district de Bamako, de désengorger les services existants pour la prise en charge des urgences, de réduire considérablement les risques de mortalité par une prise en charge efficace. La rive droite du district de Bamako enregistre beaucoup de cas d'urgence, mais ne dispose que d'un seul service des urgences, celui de l'hôpital du Mali. La construction d'un deuxième service permettra, selon le médecin-chef du CCRF de la commune 5, de faire face à ces cas. Dr Hamed Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 5. Chaque jour que nous faisons, nous recevons à peu près 8 à 10 cas d'urgence qu'il faut gérer. Alors, la traversée du pont, c'est vraiment un marathon. La construction de ce centre aujourd'hui pourra vraiment nous aider à non seulement à prendre en charge très rapidement ces cas, et aussi être prêt à toutes les éventualités possibles. Dans le but d'assurer l'autonomie du service, le bâtiment sera équipé d'un forage, d'un système d'alimentation en énergie solaire, d'un groupe électrogène de 100 kVA, entre autres. La première pierre posée, le rendez-vous est donné d'ici à 6 mois pour l'inauguration et la mise en service pour le grand bonheur des citoyens. AES Actualité. Dans l'actualité AES de ce dimanche 9 février au Burkina, clôture de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Le gouvernement burkinabé va prendre toutes les mesures qu'il faut pour la mise en œuvre des engagements pris et contenus dans le communiqué final. Les travaux se sont achevés vendredi à Ouagadougou. Ils se sont déroulés sous la présidence du ministre en charge de la fonction publique représentant le Premier ministre. À l'occasion, les participants ont examiné l'état de mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021, ainsi que les réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. Le compte rendu de Guénoré Sidibé de la radio Burkina.
Durant les 2 jours de travaux, les participants ont examiné l'état de mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021 ainsi que les réponses du gouvernement au cahier de doléances du 1er mai 2022. Concernant la mise en œuvre de ces engagements, les organisations syndicales ont fait des observations et posé des questions sur certains points. La partie gouvernementale a dit prendre acte de ces observations et a indiqué qu'elles seront réversées au comité technique de suivi des engagements pour examen. À l'issue du communiqué final, le représentant du président du mois des centrales syndicales s'est réjoui de la tenue de cette rencontre qui leur a permis d'exposer leurs préoccupations, tout en espérant une issue favorable à la mise en œuvre des engagements issus de la rencontre. El Hadj Inoussa Nana a invité le gouvernement à poursuivre le dialogue social afin de trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. Le ministre en charge du dialogue social, Mathias Traoré, qui a livré le discours de clôture du Premier ministre, s'est réjoui également de l'ambiance sereine et cordiale qui a prévalu au cours des échanges. Le gouvernement prendra toutes les mesures qui sied pour la mise en œuvre des engagements pris et continue dans le communiqué final, l'a-t-il indiqué. Au Niger, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, était hier au niveau du site de Kakaria, l'un des 8 nouveaux sites retenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la grande irrigation. On fait le point de cette visite avec Abdrahman Boukari de la radio du Niger. Le programme de la grande irrigation initié par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, dans l'optique d'assurer la souveraineté alimentaire au Niger, se poursuit activement dans la région de Difa avec la réalisation d'autres nouveaux aménagements hydro-agricoles. C'est le cas au niveau du village de Kakaria, l'un des 8 nouveaux sites retenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme où les travaux ont déjà démarré. Le site actuel couvre une superficie de 80 hectares. Il est prévu sur le site la réalisation de 11 forages de 80 mètres cubes par heure et la clôture entière de l'aménagement. Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, qui s'est rendu sur place, s'est dit réconforté du constat, preuve de l'engagement de nos plus hautes autorités à faire de la souveraineté alimentaire une véritable réalité au Niger. Nous avons prévu un aménagement par commune. Toutes les communes ont désigné un site qui seront mis en valeur pour créer des aménagements. Notre politique ne s'arrête pas là. Nous avons voulu associer d'autres partenaires, notamment des particuliers et des partenaires au développement. Un réel motif de satisfaction aussi de la part des bénéficiaires qui ont, par la voix de leurs représentants, adressé toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, pour ses efforts sans cesse aux côtés de l'ensemble des populations nigériennes. Mali Actualité, il est 9h passé de 13 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières. L'armée soudanaise a annoncé hier la prise du quartier de Kafoury, situé dans la capitale. Kafoury et d'autres zones de Shark el-Nil à l'est du Soudan ont été prises le vendredi dernier. Ils sont sous le contrôle de l'armée soudanaise, a affirmé le porte-parole des forces de soutien rapide, Nabil Abdullah. Réunis hier à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est du Congo où sévit le M23. Alors que le M23 soutenu par le Rwanda menace de renverser le gouvernement congolais, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe exhortent le président congolais a négocié directement avec les rebelles. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui a assisté au sommet par vidéoconférence, a déjà affirmé qu'il ne discutera jamais avec les rebelles du M23. Un communiqué publié à l'issue des pourparlers a exhorté à la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris le M23. Toujours sur la crise sécuritaire recrudescente en RDC, en République démocratique du Congo, l'Union africaine tiendra la semaine prochaine un sommet en Éthiopie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prendra part au 10 sommet. C'est là pour ramener la paix en RDC. Antonio Guterres souligne que cette guerre à l'est du pays a causé la mort d'au moins 900 personnes, plus de 2000 autres blessés, au moins 700 000 déplacés depuis le début, le mois de janvier 2025.
On termine avec l'Afrique du Sud où c'est l'incompréhension après les sanctions imposées par les États-Unis. Donald Trump a signé ce vendredi un décret mettant fin à toute aide apportée à l'Afrique du Sud. Il évoque une violation des droits de l'homme à l'encontre d'une minorité blanche pour justifier cette décision. L'administration Trump affirme qu'une loi sur l'expropriation des terres récemment adoptée par l'Afrique du Sud était discriminatoire à l'égard des Afrikaners blancs descendants de colons hollandais et d'autres pays européens. La répartition des terres en Afrique du Sud est une question complexe et très sensible qui soulève des problématiques raciales depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis la fin du système d'apartheid en 1994. À présent, la page sport de cette édition. Dans cette page sport, nous parlons d'escrime. D'abord, souvent perçu comme un sport élitiste et méconnu, l'escrime lutte pour trouver sa place au Mali. Face à cette situation, le rôle des médias est essentiel pour dynamiser et populariser cette discipline fascinante. Alors que le pays regorge de talents sportifs dans divers domaines, il est crucial d'investir dans la communication autour de l'escrime afin d'attirer l'attention du public. Nous parlons également de basketball. La deuxième journée du championnat national de première division a pris fin hier samedi, alors que la 12e journée de la Ligue de football professionnel s'achève cet après-midi. La page sport porte la signature de Famrou Djourti. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel de football du Mali prend fin ce dimanche avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. À 16h, le FC Diarra reçoit le Djoluba AC. Ensuite, à 18h, Binga FC sera face au stade malien de Bamako. Hier samedi, l'US Bougouni a battu l'US Bougouba par 1-0. L'AS Real s'est imposé devant Afrifootball Elite AFE par 2-1. L'AS Bakaridja s'est incliné 0-2 devant 11 créateurs. En ouverture, vendredi, l'AS Korofina, l'ASCO et l'USFAS ont fait match nul 0-0. L'association sportive de police, AS Police et les étoiles du Mandé se sont également séparés sur un score nul et vierge. En basketball, la deuxième journée du championnat national de première division a pris fin hier samedi. Le match au sommet opposant le Djoluba AC au stade malien de Bamako chez les dames a été arrêté en raison d'une panne technique, a-t-on appris. Le dernier match de la deuxième journée qui devait opposer Atar Club de Kidal au stade malien de Bamako à Messieurs n'a pas été joué non plus pour la même raison. Mais avant la dite panne technique, la commune 5 a perdu contre l'USFAS 66-84 en dames et Faso Kano a dominé l'USFAS 61-55 en homme. En ouverture vendredi, chez les hommes, l'AS Real a été battu par le centre Mamoutou Kane, CMK 46-42. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, est tombé devant l'AS Police 67-72. Sur le tableau féminin, l'AS Real s'est incliné devant Calavan Sport Club 65-62. L'AS Police a battu le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT 78-51. Parlons à présent d'escrime. Bien que riche en histoire et en technique, la discipline reste peu connue au Mali. Dans ce contexte, les médias jouent un rôle crucial dans sa promotion. Pour mieux comprendre cette dynamique, nous avons interviewé 3 journalistes maliens. Les médias ont le pouvoir de transformer la perception des disciplines sportives, mais comment? Moussa Salif Diarra, journaliste. La médiatisation des compétitions d'escrime est cruciale. Elle permet au public de découvrir un sport souvent perçu comme élitiste et peu accessible. Siaka Z Traoré, journaliste. Le fait même de découvrir une activité sportive, une compétition, c'est une façon pour le public en général et le public sportif en particulier de comprendre qu'il y a de l'intérêt. Par une couverture régulière des compétitions, des interviews d'athlètes et des reportages des médias peuvent susciter l'intérêt et l'engouement autour de ce sport. Souri Ibrahim Koulibaly, journaliste. Sans couverture médiatique, la promotion des disciplines sportives méconnues comme l'escrime serait vouée à l'échec. C'est dire que pour faire découvrir davantage l'escrime au Mali, le rôle des médias est crucial. Moussa Salif Diarra, journaliste. Les médias peuvent jouer un rôle éducatif majeur, par exemple en publiant des guides pratiques, en produisant des vidéos sur les techniques de base et en organisant des campagnes pour valoriser les bienfaits de l'escrime. En présentant l'escrime non seulement comme une activité compétitive, mais également comme une forme d'art et de discipline physique, les médias peuvent toucher un large éventail de la population, surtout en mettant en avant ses valeurs telles que la discipline, le respect et la concentration. C'est Rajel Traoré, journaliste. Les journalistes, les médias doivent donner l'opportunité aux escrimeurs, aux escrimeuses pour que ces athlètes s'expriment sur leur plateau, parlant de la télé, dans les rubriques de sport, dans les radios, dans les journaux. Souri Ibrahim Koulibaly, journaliste. À travers des productions régulières sur l'escrime, la presse pourrait aussi favoriser la désirabilité d'engagement
dans la pratique de l'escrime au Mali. Mais la presse rencontre souvent des difficultés dans la couverture de l'escrime par rapport à d'autres sports plus médiatisés comme le football. Siakazet Traoré, journaliste. Même s'il y a une activité de football tout de suite et qu'il y a l'escrime, les gens ont tendance à aller voir le football. Voilà, c'est la première difficulté. Ça ne draine pas de foule. Et les termes techniques ne sont pas vulgarisés. Donc c'est aussi une autre difficulté. Et c'est une fédération, je l'ai dit, comme beaucoup d'autres fédérations au Mali, qui sont les parents pauvres du monde du sport. Souri Ibrahim Koulibaly, journaliste. À mon avis, le défi se situe au niveau de la formation, notamment en football ou en basketball. Tu vas voir que les hommes des médias maîtrisent les lois du jeu, mais malheureusement cela n'est pas le cas avec l'escrime. Moussa Salif Diarra, journaliste. Comme vous le savez, l'escrime est moins médiatisé que des sports comme le football ou le basketball, ce qui limite son audience et l'intérêt des sponsors. De plus, la complexité de ces règles demande une expertise particulière que peu de journalistes possèdent, ce qui freine également une couverture médiatique de qualité. En conclusion, pour donner un coup de pouce à l'escrime au Mali, il est crucial d'exploiter le potentiel des médias. Par une approche proactive et créative, il est possible de transformer l'escrime en un sport reconnu et apprécié, capable d'inspirer les générations futures. Focus Santé. Dans Focus Santé, nous parlons aujourd'hui de la césarienne. Cette opération pour faire sortir le bébé peut être programmée comme elle peut se faire dans l'urgence. La maternité de Sogoningo, par exemple, enregistre plus de 250 césariennes par mois. S'il n'y a pas de complications, la durée de l'opération varie entre 30 et 40 minutes. Pourquoi la césarienne est-elle pratiquée dans nos centres de santé? Élément de réponse dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Après avoir passé des heures dans un centre de santé sans pouvoir accoucher, Madame Sissé a été finalement transférée à la maternité de Sogoninko où elle a subi une césarienne. Après l'opération, les deux sujets se portent bien. Fatoumata Sissé, femme accouchée par césarienne. J'ai accouché d'un garçon. Après la césarienne, ils m'ont donné des antidouleurs. Cette naissance par césarienne est pratiquée pour plusieurs raisons. Au cours des consultations prénatales, en fonction de l'état de la femme ou de son futur bébé, le médecin peut programmer la césarienne au terme de la grossesse. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Elle peut être programmée à ce moment. Il faudrait que la femme suive correctement les consultations prénatales en fin de grossesse. Par exemple, s'il y a une hypertension grave, un diabète mal équilibré, ou bien le nombre de bébés excède 3 ou 4, ou bien le poids du bébé est très exagéré, ou bien la femme a un problème de bassin, ou bien elle a été opérée plus de 2 fois. Ça, c'est les situations non urgentes. On peut amener à prendre une décision de césarienne. Cette technique chirurgicale peut être aussi décidée dans l'urgence. Si la femme est en travail, par exemple les complications de l'hypertension associée à la grossesse, notamment une crise d'éclampsie, lorsqu'il y a un saignement grave de la maman, lorsque le placenta est mal positionné, on peut réaliser une césarienne rapidement, ou lorsque le bébé souffre parce que le travail est prolongé, lorsqu'il y a une malposition. La césarienne peut concerner tous les âges si l'état de la maman ne permet pas l'accouchement par la voie naturelle ou bien le bébé présente un problème. Au cours de l'opération, c'est la partie basse qui est anesthésiée. S'il n'y a pas d'autres soucis, la femme sort du bloc opératoire entre 30 et 40 minutes. On fait une injection dans le dos de la femme, donc ça permet qu'elle est bien consciente et elle parle pendant l'intervention. La femme, après le bloc opératoire, elle est maintenue dans une unité qu'on appelle salle de réveil. Elle est surveillée là-bas pendant 6 heures de temps et puis après, elle rejoint sa salle. Donc, elle peut s'alimenter 6 heures de temps après l'intervention. Il y a tout ce qui est liquide chaud qu'elle peut s'alimenter. Il y a la soupe pendant au moins 24 heures. Donc, si les 24 heures passent, elle peut commencer les aliments semi-liquides. Les complications, elles peuvent arriver malheureusement, même si c'est une technique qui est très sûre. Les complications peuvent se voir pendant l'intervention. Vous savez que l'utérus, il y a des organes
tout autour de l'utérus. Il peut y avoir une blessure de la vessie, il peut y avoir une blessure de l'urétère, il peut y avoir une blessure de l'intestin avec des complications hémorragiques. Après l'intervention elle-même, il peut y avoir d'autres complications liées par exemple à l'état de l'utérus, un saignement important après l'intervention. Plus tard, il peut s'agir d'une infection de la plaie opératoire si l'hygiène n'est pas tout à fait correcte, donc ça, c'est entre autres quelques complications. La pratique de la césarienne est l'une des stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. À 9h passées de 25 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara, réalisation, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.